Bonjour Alexandra. Bonjour Chloé. Ravie de te recevoir aujourd'hui au micro de The Talent Podcast. C'est vraiment un plaisir. Merci pour l'invitation. Et puis pour rentrer aujourd'hui un petit peu plus dans ta présentation pour les gens qui nous écoutent et qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu aurais envie de nous confier au-delà de ton expérience, ton parcours? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous confier que les gens savent pas sur toi? Ne savent pas sur moi. Écoute, je suis DRH, donc ça, c'est plus professionnel. J'ai aussi un podcast RH qui s'appelle Nouveau Prisme, que je fais en side project à côté de mon travail pour interroger des personnes de mon écosystème, pour m'alimenter au quotidien. On en parlera peut-être tout à l'heure. Je suis maman de 2 garçons, donc ça, c'est important aussi parce que la parentalité, c'est un sujet assez central dans, en tout cas, les leviers de transformation que j'impulse dans les sociétés dans lesquelles je travaille. Et c'est un autre sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'intelligence collective. Je pense aussi qu'on va en discuter tout à l'heure. Et écoute, un sujet plus perso que j'ai peut-être jamais abordé. J'ai aussi une sœur jumelle. Et on va en parler peut-être, enfin ça va faire le lien avec des sujets, mais ça m'a appris très tôt à avoir un peu un effet miroir et à réfléchir entre individualité et collectif. Et où se situer dans ce paradoxe aussi que je vis et personnellement et professionnellement. Waouh, c'est passionnant. Écoute, oui, j'espère qu'on va arriver on va faire à le lien. utiliser ça pendant l'épisode. En tout cas, bravo pour le fait de concilier ce side project à titre personnel. Je vois le boulot que ça demande, mais en plus, tu as une cadence qui est extrêmement rythmée sur ton podcast puisque tu sors un épisode par semaine. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant, évidemment. On encourage tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à aller découvrir ton podcast après cet épisode. Donc, on mettra le lien en dessous de l'épisode. Aujourd'hui, tu viens nous parler justement du rôle de DRH et notamment du rôle de DRH dans une structure où tu vas avoir des moyens, une équipe plus limitée que d'autres DRH qu'on a reçus dans ce podcast. Et quand on a échangé en amont d'aujourd'hui du rôle du DRH, tu m'as dit que le DRH, c'est vraiment un rôle plein de paradoxes. Est-ce que tu peux peut-être démarrer pour nous expliquer quel est ce paradoxe ? Alors, il y en a plein, Ouais. Il n'y en a pas qu'un. Alors, je pense que ce paradoxe dans nos fonctions, ça va parler à une DRH d'un grand groupe, mais encore plus, je pense qu'on est dans une petite, moyenne structure, en tout cas structure à taille humaine. Il y en a de plusieurs ordres. C'est déjà, on va nous demander à la fois d'être pompier et à la fois d'être dans la stratégie. On va te demander d'être dans l'opérationnel, mais aussi d'être visionnaire. On va te demander à la fois de mettre un cadre, mais aussi d'être flexible. On va pouvoir te demander, si je dois donner un autre exemple, d'être très proche. Enfin, forcément, tu descends les sujets de la direction, mais il faut aussi que tu aies la confiance des équipes. Donc, pas toujours évident en termes de posture. Et on va pouvoir aussi te demander d'amener un cadre avec beaucoup de process, etc. Mais à la fois, tu dois impulser changement. Donc, tu as à plein de niveaux dans ta fonction, plein de paradoxes. Et faut que tu arrives à être un peu au four au moulin, ce qui est pas forcément évident. Oui, il y a plein d'attentes et tous les exemples que tu cites, je pense qu'on les retrouve assez bien. Et puis beaucoup d'exigences autour de cette fonction, quoi qu'il en soit. Est-ce que tu peux redonner quelques éléments sur justement la taille de ta structure, de ton équipe, justement de comment est-ce que tu es staffé pour qu'on comprenne un peu comment est-ce que tu gères cet environnement et ce rôle de DRH? Alors aujourd'hui, donc moi je suis autant positionnée sur la partie opérationnelle que stratégique, mais chose que moi j'aime beaucoup. Et au niveau de la société dans laquelle je suis, donc c'est une agence digitale qui est à taille humaine. On est un petit peu moins d'une centaine de collaborateurs. Et aujourd'hui, j'ai une personne qui m'aide à mi-temps, mais plus sur les sujets purement administratifs, pour que moi je puisse me focaliser sur tous les autres sujets qui sont à la fois les sujets recrutement, marque employeur, RH, RSE, juridique, contentieux qu'on peut avoir aussi parfois, mais qui font partie du job, formation, enfin voilà, tout le panel qu'il peut y avoir dans la fonction. Est-ce qu'il y a certaines parties de la grande famille RH qui sont externalisées ou est-ce que tout est Non, aujourd'hui, on a tout internalisé. On a rien, enfin, on fait juste appel, tu vois, par exemple, sur du recrutement, on va faire appel à des cabinets de chasse pour m'aider vraiment sur des recherches de postes qui sont souvent très seniors ou sur lesquels ça va être pénurique et forcément, en étant toute seule, voilà, c'est quand même compliqué de tout faire et d'être partout. Donc c'est particulièrement intéressant et ça me tenait à cœur de pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup de DRH justement de grosses structures qui sont intervenues mais aussi qui nous ont aidés à construire une étude
sur le futur de la fonction RH. C'est un sujet qui nous a passionnés chez Authentic Talent depuis 2 ans et sur lequel on s'est vraiment investi. Et puis effectivement, il y a des vraies différences entre le rôle de la fonction, les moyens, les ressources, entre le fait d'être DRH dans une entreprise du CAC 40 versus dans une entreprise telle que celle que tu nous décris. Et en même temps, on retrouve souvent cette idée de comment est-ce que j'arrive à adopter une vision stratégique tout en étant un peu au four et au moulin, les mains dans l'opérationnel, comment j'arrive à faire grandir la structure avec des sujets d'actualité. Comment est-ce que toi, tu prends justement cette partie-là, on va dire projet un peu plus structurant et long terme, avec ce qu'on imagine être un quotidien très prenant sur le plan opérationnel. Ouais, alors effectivement, tu as la partie très opérationnelle et là, il faut très clairement te caler du temps puisque, je vais donner un exemple tout bête, les payes quand elles doivent partir, elles partent, les évaluations annuelles quand elles ont lieu, enfin tu as des cycles, que ce soit mensuels ou annuels où tu passes pas à côté. Maintenant, il y a quand même un vrai sujet de se dire je me focus du temps pour les sujets de fond. Sinon, tu vas clairement te faire attraper, avaler par ton quotidien. Donc, si tu veux changer les choses, vraiment donner une impulsion et participer à la transformation de l'organisation, tu es obligé de te laisser du temps pour déjà te poser, prendre le sujet avec hauteur et commencer à le déployer. Ça, c'est indispensable. Après, ce qui est important, c'est tu vois, tu parlais de RH, qu'on soit dans un grand groupe ou dans une plus petite structure. Avant, je travaillais dans un plus grand groupe où je gérais 800 collaborateurs, où j'étais DRH avec une équipe de 10 personnes. Donc, effectivement, je pense que on fait pas forcément le même métier si tu es dans une plus petite structure qu'un grand groupe. Tu continues à faire des RH et t'es guidé par les mêmes sujets, etc. Maintenant, tu déploies pas ton métier de la même façon. Et très clairement, dans des plus petites structures, on va être isolé quand on est RH. On parle beaucoup de l'isolement quand on est RH, encore plus dans les petites structures. Et pour moi, la clé, c'est de pas rester seul. Et c'est pas être isolé et faire jouer l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, tu peux, à mon sens, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait, tu peux la faire jouer sur 2 tableaux, en interne et en externe. Tu peux la faire jouer en externe, déjà en faisant ta veille, c'est quand même la base, mais aussi en développant ton réseau, en participant à des ateliers de co-développement avec d'autres DRH, pour t'inspirer aussi de ce que font tes pairs dans d'autres structures ou des structures similaires. À la fois, il y a beaucoup de choses disponibles et à la fois, quand je discute avec d'autres RH, parfois j'ai l'impression que j'entends souvent le « j'aimerais bien, il y a plein d'événements qui me tentent » et en même temps, c'est pas réaliste de penser que on a le temps d'aller dans ces événements-là. Toi, ce que tu me racontes, c'est que finalement, j'imagine aussi un peu lié au type d'organisation que tu mets en place, t'arrives à te laisser ce temps-là en fait. Alors, en tout cas, je m'oblige à l'avoir. Et ces types d'événements, c'est pas les événements dans lesquels concrètement je suis le plus à l'aise. Moi, mon podcast m'a beaucoup aidée. Ok. Donc, c'est-à-dire que je suis allée chercher l'externe en me disant, j'ai une problématique, je vais aller chercher un expert ou un de mes pairs pour en discuter, pour le questionner sur ce qu'il fait, comment, avec quel outil, comment il s'y prend, etc. Et à partir de là, je vais me les approprier pour les déployer dans ma boîte. Donc ça, pour moi, mon podcast, ça a vraiment été un outil de travail complémentaire qui m'a permis, de me faire mon réseau et de voir mes pairs sans pour autant devoir toutes les semaines sortir dans tous les gros événements et conférences RH, etc. Mais ça m'a aussi permis j'ai une problématique, limite, j'ai un cours particulier. Ouais. Tu vois, j'ai une conférence particulière pendant 1 heure et je pose toutes les questions qui vont m'intéresser derrière à construire mes sujets. Alors, est-ce que tu as un exemple à nous partager, peut-être d'une thématique sur laquelle ça t'a fait ta masterclass privée? Écoute, je vais te prendre le sujet du feedback. Tu vois, par exemple, en tout cas, je sensibilisais beaucoup, on va dire, la strate managériale au sujet feedback, mais ils avaient jamais vraiment été formés. Et il y a eu un budget formation quand même limité puisque je suis dans une plus petite structure. Sur par exemple, tous les managers ou le comité de direction, c'est moi qui crée le contenu de formation, qui l'anime, mais en format boîte à outils. Donc, plus des formations de 1 ou 2 heures en mode théorique atelier, on met en pratique, etc. Donc, quel que soit le sujet, tu vas aller animer. Dans la mesure où je suis capable de. Ok. Des sujets trop techniques, je vais pas y aller, mais des sujets. Quel type de thématique tu vas par animer? exemple, tu vois, le feedback, les sujets RPS, les sujets de écoute active, tous ces sujets-là qui pour moi sont importants pour les managers, c'est moi qui vais les créer, comment on délègue.
Et par exemple, le sujet du feedback, pour le coup, j'ai fait un épisode avec Clément Leminck, qui est de chez Partout, qui avait fait justement un post sur LinkedIn et qui parlait de ce sujet-là. Je dis, nickel, il a fait le post, je l'ai contacté, ok, ça dit, nickel, on fait un épisode. Et il m'a déployé, en gros, comment on formalise du feedback, mais au-delà de ça, c'est comment est-ce que tu impulses une culture du feedback dans ta société, avec tous les points de warning, toutes les erreurs à pas commettre. Et du coup... tu as livré tout ça dans ton podcast et tu as pu le réutiliser exactement. derrière en interne. C'est génial. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, un sujet pour moi de co-construction avec l'externe. Et il y a un deuxième sujet, si je reviens sur ta question initiale, de aussi l'interne, et de pas rester seul et de favoriser l'intelligence collective. Ça, j'en parle beaucoup. J'ai pas découvert ça, mais en tout cas, je me suis beaucoup intéressée au sujet de coaching. Et je conseille d'ailleurs à toutes les RH qui nous écoutent de sensibiliser à ce sujet-là. Et du coup, j'ai fait moi-même un atelier de co-développement et je me suis dit, je vais l'appliquer aussi avec mes managers. Et du coup, je leur ai mis des ateliers tous les 2 mois de co-développement que j'anime, de mastermind, des bilans de fonctionnement aussi, tu vois, par équipe. Donc ça, c'est plutôt former les managers à s'approprier ce type d'outils pour questionner leurs équipes sur qu'est-ce qui fonctionne moins bien, où sont les pain points, où est-ce que je vais aller chercher les axes d'amélioration, sur quoi je dois aller capitaliser, et que ça leur permet d'avoir des outils pour aussi mieux manager l'intelligence collective de leurs propres équipes. Du coup, tu dirais que ces 2 éléments, donc le fait de à la fois co-construire avec des acteurs externes et également en interne, ça c'est un peu la recette que tu as trouvée pour lutter contre l'isolement du DRH dans une petite structure ? Complètement. Enfin, pour le coup, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui pour t'aider à donner de l'impulsion sur de l'interne. Ok, on va creuser un peu plus ça parce que vraiment, je trouve ça assez fascinant, la capacité finalement quelque part à porter des sujets structurants en étant pragmatique, avec peu de moyens et puis en osant se lancer, hein, parce que quand je t'écoute, ça a l'air simple, mais j'imagine qu'il y a plein de personnes qui vont se sentir pas légitimes d'aller directement porter la bonne parole après une masterclass, donc faut quand même avoir un peu d'audace. Avant de revenir là-dessus, j'aimerais vraiment avoir ta vision pour toi. Le rôle de DRH, est-ce qu'il évolue ? Est-ce qu'il continue à évoluer ? Et comment tu le projettes dans quelques années ? Vaste question. Alors moi déjà, j'ai vécu. Je vais faire quand j'ai commencé là, tu faisais plus de l'administration du personnel, tu vois, tout ce qui était expérience collaborateur, expérience candidat, marque employeur. Enfin, moi, j'ai pas du tout appris ça à l'école. On n'en parlait absolument pas. Les 10 premières années de carrière, si tu veux. Attends, je te coupe pour les gens qui n'ont pas l'image. Tu n'as pas 70 ans, hein, parce que... Non. On va dire un tout petit peu plus que 40, mais non, mais tu vois, il y a encore 10 ans, c'est pas des sujets dont on parlait véritablement, et on était encore vu très comme la direction des ressources humaines dans le sens horrible du terme où tu fais les payes et tu licencies les gens. Je caricature, mais c'était quand même un petit peu ça. Et c'est encore exactement dans les caricatures. Mais voilà, donc après il y a eu toute cette partie-là plus talent RSE qui est venue englober la fonction. Aujourd'hui, il y a l'IA, très clairement, on va peut-être en parler après, mais l'IA, c'est un vrai sujet qui va transformer aujourd'hui pas que nos fonctions, mais on a un vrai rôle à jouer dedans. Maintenant, je pense que dans la continuité et ce vers quoi il faut tendre, c'est avoir un vrai rôle stratégique dans les organisations. Et ça, c'est compliqué et c'est d'autant plus frustrant. Pour moi, je considère que les ressources humaines, on a vraiment un levier de transformation organisationnelle. Le sujet, c'est que si t'es pas dans un codir, si tu portes pas des vrais sujets avec de la data, avec conviction et force et courage et que tu poses des questions même si ça te dérange, t'auras pas ta place, en tout cas la place que tu dois avoir stratégique dans une société. Et c'est là où il y a un vrai sujet de prise de conscience au niveau RH de s'imposer en tout cas dans les directions pour vraiment pouvoir impulser nos différents sujets. Sinon, je suis complètement alignée avec cette vision-là du rôle stratégique qui est vraiment le levier de transformation que représente la fonction de DRH. Et en même temps, ce sujet-là, on le voit régulièrement. Donc des entreprises dans lesquelles les DRH te disent on n'est pas considéré comme une fonction stratégique, on n'est pas écouté, on n'est pas sollicité sur ce point-là. Donc on a l'impression qu'il y a un peu justement un paradoxe entre ce à quoi on aspire, ce qu'on voit vraiment. À ton sens, pourquoi est-ce que aujourd'hui c'est toujours pas le cas partout ?
Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que quand on est RH, déjà, on parle pas assez chiffres. On n'a pas assez une culture de la data. Donc, tu vois, voilà, je te donne un exemple de, tu vois, quand j'étais à une intervenante qui était venue à une conférence de la NDRH et qui disait, c'était une ancienne DRH qui disait quand j'arrivais dans un CODIR, quand c'était le DAF qui parlait, personne ne disait mot parce que des chiffres partout et en gros personne comprenait les sujets de d'EBITDA, résultats d'exploitation, etc. Bon, c'était assez obscur pour tout le monde. Par contre, moi quand j'intervenais, alors là, tout le monde savait mieux que moi, avait son mot à dire. Mais pourquoi ? Parce que je ne parlais pas comme un DAF. Et je me suis dit, ok, donc je vais arriver avec des chiffres, avec de la data, avec des ROI, et leur expliquer, voilà, que le sujet, leur parler finance en fait. Et je pense qu'on a un vrai sujet de. Moi, j'ai été à Bonne École, j'ai été pendant plus de 10 ans dans un cabinet de conseil. Et cabinet de conseil, on est éduqué, voilà, on est éduqué au sujet de marge, au sujet, enfin tout est impacté, ça, c'est très chiffre, c'est très KPI. Donc moi, j'ai été élevée, on va dire comme ça. Donc donc je pense que c'est déjà un premier sujet, un deuxième sujet, mais là c'est pas pour moi dépendant du DRH en soi, c'est qu'à un moment donné, si la direction ne considère pas la fonction RH comme un sujet de transformation, va voir ailleurs, parce que très clairement, t'arriveras jamais à faire ta place et à imposer tes sujets. Donc il y a aussi voilà. Oui, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est aussi à quel point t'arrives à l'imposer, à proposer des choses, à insuffler des choses pour montrer que t'as quelque chose à apporter là-dessus. Je vais revenir sur le point de tout à l'heure, qui est le sujet évidemment que j'avais envie d'aborder avec toi, qui est le sujet de l'IA. À quel point est-ce que le DRH se saisit de ce sujet et se dit que potentiellement il a un rôle à jouer autour de l'IA. Comment est-ce que toi t'as pris le sujet dans ta structure ? Eh ben écoute, je l'ai initié justement dans le podcast. Je reviens où j'ai interviewé dans un des premiers épisodes Pierre Monclos, et à l'époque il parlait pas encore trop d'IA. C'était vraiment le début. Donc là, je me suis dit, oula, il y a du taf. Et je me suis vraiment intéressée, j'ai creusé le sujet, etc. Et dans ma taille humaine, donc j'ai pas un head of IA, enfin tu vois, dans ma boîte qui va lancer le truc. Donc j'ai il y a de la sensibilité sur ces sujets, quoi qu'il en soit. Alors on est quand même dans le digital, mais la plupart des équipes faisaient un peu tout et n'importe quoi. Et là, je me suis dit, oulala, confidentialité des données, ça parle à personne. On balançait des, enfin voilà, c'était pas possible. Donc j'ai sensibilisé le CODIR en disant warning. Il y a vraiment des sujets, pour le coup, de confidentialité, notamment des données, où il faut qu'on cadre les choses. Il y a aussi un sujet environnemental sur lequel il faut cadrer. Enfin, il y avait pas mal de choses de se dire. Et puis, c'est une compétence de demain. Donc, on a aussi un sujet de pas perdre, que les collaborateurs ne perdent pas en employabilité. Et puis aussi que nous, en termes de concurrence par rapport aux autres agences, on se réveille pas en se disant on a raté le train. Donc il y a un vrai enjeu business aussi derrière. Donc il y a plein d'angles en fait. Il y a plein d'angles. Donc j'ai sensibilisé le CODIR par rapport à ça. Et après donc moi j'ai passé une certification qui a été proposée par un organisme de formation sur les sujets IA, et j'ai commencé petit à petit. Et c'est pour ça que tu parlais de légitimité et que tout a l'air simple quand on m'entend. J'ai pas tout fait en une semaine. Et je pense que tu t'y es pris, ça a été quoi la clé, c'est vraiment timeline. Pour moi, c'est de déjà pas rendre des choses complexes quand ça peut être simple. Ça, je pense que c'est une erreur que j'ai fait en se disant quand on se sent pas légitime, on a envie d'en mettre plein les yeux et de partir sur quelque chose d'extrêmement complexe, alors que le plus compliqué, c'est de faire simple et pertinent. Pas s'enfermer dans une posture de sachant. Exactement, mais plutôt de poser des questions et poser les bonnes questions. Enfin, pour moi, c'est vraiment une compétence, un angle qu'il faut avoir. Je pense pas qu'on n'a jamais la bonne réponse quand on est RH, on n'est pas parfait. Par contre, là, on doit être attendu, c'est de poser les bonnes questions pour faire bouger les choses. Et ça, c'est important. Et donc, comment j'ai commencé ? J'ai commencé déjà par cadrer, donc faire une charte, cadrer, sensibiliser qu'est-ce qu'est l'IA, les IAG, etc., les sujets écologiques, les sujets de confidentialité, éthique, etc., de constituer un comité IA en interne. Ensuite CSE, etc., etc. Bon bref, ensuite d'acculturer aussi tous les collaborateurs. Donc je suis passée dans chaque pôle d'expertise pour les sensibiliser justement sur ces sujets-là, mais en mode, tu vois, 1 heure vraiment à l'essentiel.
Exactement, vraiment d'acculturation pour que tout le monde ait la même sensibilisation, en tout cas sur ces sujets. Et après, on s'est dit, OK, donc on va faire pareil par pôle. Quels sont les outils qui sont utilisés? On va tout recenser. Et derrière, on va faire des ateliers animés pareil par pôle sur les bonnes pratiques, comment vous utilisez l'IA, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien, voilà comment vous pourriez l'utiliser, leur apprendre à prompter, créer des bibliothèques de prompts. Et derrière, tu vois, les familiariser petit à petit à l'utilisation. L'objectif, c'est pas de les forcer parce que j'ai quand même des réfractaires à l'IA qui sont... J'allais te demander, ça a été quoi l'accueil, justement? Ça dépend. J'ai soit des personnes qui utilisent beaucoup l'IA et j'en ai qui sont très réfractaires, pas par un sujet de peur de pas accéder à la techno, tu vois, mais plus pour des sujets écologiques. Il peut y avoir plein de freins de tout ordre autour de ce sujet. Exactement. C'est pas. Alors il y en a qui se posent la question, tu vois, j'ai des directeurs artistiques qui se posent la question de est-ce que demain on va pas être remplacé, des développeurs, etc. Et ce que je leur explique, c'est bien de vous poser des questions, mais l'IA est déjà là. Donc en fait, moi j'ai pas un sujet de vous convaincre. Parce que si vous voulez, enfin voilà, je suis pas là pour ça. J'ai de toute façon, elle est là. Voilà, on va pas vous convaincre j'ai que pas ça de part arrive. Chopinière. Enfin, tu vois, c'est pas mon sujet aussi sur Mistral, mais c'est une compétence qu'on va vous demander demain. Et moi, je suis la garante de faire en sorte que votre employabilité ne baisse pas et que vous puissiez acquérir les compétences de demain. Faut pas se tromper de bataille, en fait, sur le sujet. T'es pas là pour leur dire c'est bien, c'est génial, faut y aller. J'ai ma conviction, ils ont la leur, très bien, mais enfin, c'est pas le débat. Je suis pas là pour faire du prosélytisme, c'est pas le sujet. Je suis là juste. Mon rôle, c'est de vous faire monter sur les compétences qui sont attendues demain. Voilà. C'est intéressant parce que tu vois, je trouve que vraiment ce sujet, forcément, par nature, il divise beaucoup, mais aussi aujourd'hui en fonction de là où les entreprises sont sur le sujet, des positions qu'elles ont prises aussi d'un point de vue direction. Tu as des entreprises qui disent on n'utilisera pas l'IA, c'est interdit, on l'interdit, donc le DRH est là entre guillemets juste pour mettre le cadre. Il y en a d'autres qui sont plus ouvertes mais sans charte et ça part un petit peu dans tous les sens. Quel conseil tu donnerais un DRH qui nous écoute aujourd'hui et qui s'est pas encore saisi du sujet, parce qu'il y a aussi plein d'autres chantiers, je peux le comprendre. Quel conseil tu lui donnerais pour l'aborder? Sur le sujet IA, déjà de faire jouer le collectif, encore une fois, de poser les bonnes questions. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, avant de me lancer dedans, j'ai interrogé sur c'est quoi les pratiques, comment vous l'utilisez, qui l'utilise, pourquoi vous l'utilisez. Est-ce que derrière, dans nos métiers, demain, ça fait sens? Alors très clairement dans le digital, quelqu'un qui me dit non, faut m'expliquer. Mais voilà, et donc c'est poser les bonnes questions et après de se dire faut pas que ça parte dans tous les sens. Donc on va le traiter comme un projet en soi et qu'on va avec de la gestion de projet, on va commencer par une réunion de kick-off, on va lancer le sujet, on va prendre step by step et derrière on va traiter les choses progressivement en fonction des besoins. Il faut pas se précipiter, vouloir aller trop vite parce que quand tu es tout à l'heure, on parlait des grands groupes et des petits groupes. La différence, c'est que quand tu es dans une plus petite structure, tu as moins de budget, tu as moins d'équipes. Par contre, il faut que tu fasses bien, vite, humain, avec de l'impact. Oui, il reste de l'exigence. C'est pas parce qu'il n'y a pas de budget qu'on t'attend pas. Et t'en as plus. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que tu peux pas te cacher derrière des process. Quand tu es RH dans une petite structure, toutes les décisions que tu vas prendre et tout ce que tu vas mettre en place, ça va avoir un impact direct sur les collaborateurs. Donc, si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, tu le sais tout de suite. Donc, au moins, tu perds pas de temps. Et t'as le côté test and learn, tu sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Mais en tout cas, voilà, si c'est effet catastrophe sur les équipes, ça peut être très problématique et tu peux pas te cacher derrière c'est pas moi, c'est au-dessus, c'est la direction, etc. Puisque la direction RH, c'est toi, mais autant dans la stratégie que dans le déploiement et l'opérationnel. Absolument. Et oui, et puis tu t'engages en fait en te lançant sur des sujets comme ça, donc c'est quand même une prise de risque. Et c'est t'incarnes la fonction, c'est toi qui l'incarnes, t'es toute seule, donc t'es toute seule ou t'es pas beaucoup, donc forcément tu l'incarnes, donc il faut que tu sois très à l'aise et convaincu dans les sujets que tu vas porter. Non, mais c'est audacieux, je pense qu'on peut se le dire, en tout cas l'approche que tu viens de nous décrire. Moi, je retiens du coup comme première piste pour des RH qui n'ont pas forcément toutes les ressources, tous les moyens, se sentent isolés, ont envie de mettre en place des chantiers, mais n'ont pas forcément tout à leur disposition. Le côté co-construction interne et externe, c'est un vrai levier. Et puis, tu parlais de test and learn comme aussi l'une de tes clés de succès. Est-ce que tu peux, de la même façon, donner un exemple pour parler de comment est-ce que tu as exploité cette approche test and learn? Je vais te donner 2 autres exemples. Un premier, c'est on manquait de lisibilité des trajectoires de carrière chez nous.
parce que moins de possibilités d'évolution quand tu es dans une plus petite structure. Et puis, très clairement, ça n'avait pas été le premier sujet que j'ai traité quand je suis arrivée, etc. Donc, on s'est dit, OK, on a peut-être un sujet d'engagement, donc il faut qu'on travaille sur ce côté projection. Donc, on s'est dit, il faut travailler sur, on m'a dit, OK, en gros, on va travailler sur les trajectoires de carrière, revoir toutes les compétences, un mapping de compétences par grade, seniorité, etc. Gros sujet. Gros sujet. Et je me suis dit, OK, je vais peut-être pas le faire toute seule, quoi. Donc là, j'ai embarqué les équipes, mais je me suis dit, je vais le tester avec une première équipe et l'équipe les plus compliquées pour moi qui sont les développeurs. Et je me suis dit, par les plus compliqués. Mais oui, parce que si ça marche avec eux, ça marche avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? De voir. Au moins, j'ai les écueils dès le début. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais le tester en mode co-construction, atelier avec les développeurs. Ils sont pas forcément les plus bavards, il faut pas se mentir. Donc là, j'ai créé un atelier avec eux et concrètement, je leur dis, OK, donc on va revoir toutes les trajectoires de carrière. Donc, on fait un premier atelier de 2 heures. La première heure, on va définir les trajectoires de carrière pour qui vous semblent la plus cohérente, donc en interrogeant tout le monde, post-it, on colle, blabla, etc. Et ensuite, deuxième étape, OK, on va prendre juste un alternant et un développeur junior, c'était par exemple des développeurs back. OK, concrètement en termes de compétences, qu'est-ce qui est attendu? Donc chacun faisait ses post-it, blablabla. Après, je catégorise et puis après, ça me permet d'avoir déjà un premier mapping de compétences pour les premiers grades les plus juniors. Et derrière, je leur envoyais, je veux la même chose pour tel et tel grade qu'on a défini dans la trajectoire. On faisait un deuxième atelier, on faisait une repasse globale. Donc moi, derrière, je consolidais tout et on voyait ce sur quoi on était d'accord, pas d'accord et on harmonisait. Donc toi, ton rôle là-dedans, c'était vraiment de facilitateur. Ok, d'accord. Ouais, facilitateur. Et après, l'objectif, c'était bien entendu d'harmoniser parce qu'on définissait les hard skills et les soft skills. Très clairement, moi, un manager, les soft skills, j'attends la même chose de quelqu'un qui va manager côté dev que côté sales, tu vois. Pour moi, j'ai les mêmes attendus. Donc après, j'avais quand même un sujet d'harmonisation de toutes les compétences qui étaient attendues, etc. Mais ça m'a permis. Déjà, j'étais pas toute seule. Très clairement, l'atelier au début, je l'ai animé avec le CTO. Ok. On l'a fait ensemble. Qui était du coup, enthousiasmé, je sais pas si c'est le bon mot, mais par le sujet. Ah ouais, pour le coup, okay. Oui. Enfin là, il a été, ils étaient partie prenante à chaque fois. Enfin, du coup, je les embarque, j'ai pas le choix. Eux, ils ont tout intérêt, c'est leurs équipes. Donc derrière, je leur dis, moi, je vais pas pouvoir le faire toute seule. Donc soit vous me suivez, soit ça va être compliqué, quoi. Et puis derrière, on l'a construit avec les devs et on a vu que ça avait fonctionné. Donc après, je l'ai dupliqué, mais sur 6 mois. Après sur chaque pôle et ça a mis ça a mis 6 mois de décembre tu vois à juillet pour faire l'intégralité des expertises. Donc il y a les step by step à l'issue de ce projet-là par exemple. Je pense à pas mal de gens qui nous écoutent qui sont sur ces sujets-là et ça paraît toujours être une montagne quand tu te lances. Alors évidemment selon en plus le nombre de métiers etc. et le niveau de maturité des équipes sur le sujet c'est plus ou moins complexe mais quel conseil tu donnerais a posteriori? Peut-être quelle erreur tu referais pas? Qu'est-ce que tu ferais autrement? Qu'est-ce qui a bien marché? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de pas vouloir de pas vouloir y aller tout seul, parce qu'on se dit oui, je suis DRH et je dois avoir la science infuse. Non, t'es humain, t'es comme tout le monde, t'as pas la science infuse et en plus tu vas aller droit dans le mur si t'y vas tout seul parce que tu vois l'exemple des trajectoires de carrière très clairement. Moi, j'avais pas les compétences techniques pour les définir, etc. Et j'avais pas forcément une vision de terrain non plus, tu vois, donc sur certains sujets. Donc accepter de prendre vraiment la posture de facilitatrice et pas de facilitatrice, et puis de challenger, de poser les questions, de faire en sorte d'avoir un cercle de questionnement. Ça c'est hyper important. Et puis de pas vouloir entrer dans quelque chose de complexe pour se dire il faut que j'en mette plein les yeux, donc je vais faire un truc qui sera imbitable, tu vois, où il y a 10 milliards de compétences, où c'est illisible. Le but, c'est que ce soit lisible pour les équipes. Parce que on va parler du why initial, c'était de se projeter. Donc, si tu fais quelque chose de trop complexe, ce sera pas lisible, et ni pour les managers, ni pour les équipes. Donc, c'est pas le but. Donc, c'est rester simple, et puis être en mode test and learn, et systématiquement, questionner le sujet et si ça va pas tu réajustes, c'est pas one shot, ce sera pas parfait, mais si tu fais, il faut mieux faire, au moins commencer que ne rien faire du tout et après tu réajustes, ça sera pas parfait du premier coup, c'est pas grave, 80% mais que ce soit fait, t'inities, t'impulses, déjà il va se passer des choses, tu vois. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet aussi, en fait, dans ce que tu dis, et ce qu'on se racontait aussi la dernière fois et que je retiens, c'est
accepter d'y aller un peu graduellement. Alors, c'est effectivement le test and learn. Alors, tu commences par l'équipe la plus challenging, donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, de se dire, tu vas pas lancer un chantier énorme sur tout le monde, mais voilà, tu fais une équipe et puis après, tu dupliques et tu tires parti de l'enseignement. Et puis, effectivement, de dire, je vise pas un truc parfait tout de suite, parce que je pense que ça inhibe aussi beaucoup de projets RH. T'es pas obligé d'arriver à la best practice du référentiel tout de suite, quoi. Et le deuxième sujet, c'est la parentalité. Où là, voilà, on a mis en place une politique de parentalité, et au départ, c'était peut-être quelque chose de modeste. Il y avait quelque chose quand t'es arrivée ou pas sur ce sujet-là? Non, au niveau parentalité, il y avait rien du tout. Et justement, on n'avait pas beaucoup de parents. Et on avait besoin, par contre, de senioriser les équipes. Ce que je leur expliquais, c'est qui dit senior, souvent, dit aussi enfant, et on est dans le digital, et si on veut se différencier de nos concurrents, jouons sur la parentalité. Donc, voilà, c'était aussi parce que c'était moi, hors du fait que ce soit un sujet qui me tienne à cœur, c'était un sujet aussi d'attractivité des collaborateurs, et ça a bien fonctionné. Au début, quand je suis arrivée, il y avait les associés, et on était 2 à avoir des enfants. Maintenant, on a 25 ou 26 enfants dans l'équipe, quoi. Donc, et de se dire, voilà, on fait quelque chose de modeste, mais tous les ans, on l'a fait évoluer. Et on reste pas sur, on l'a mis en place, ça y est, on n'en entend plus parler, c'est dans le placard. Faut tout le temps se re-questionner, questionner les équipes aussi, parce que des fois, nous, au niveau RH, on a l'impression, la perception que c'est génial, sauf que les équipes, en fait, oui, c'est génial la première année, et puis les années suivantes, soit ils y pensent plus, soit ils trouvent que c'est dépassé, soit ils sont critiques, et si on n'interroge pas et qu'on pose pas les bonnes questions, on va rester dans son petit cercle et sa petite tour d'ivoire, et ça va pas fonctionner. Ouais, donc c'est accepter de directement dire que c'est quelque chose qui va vivre et qui va pas rester tel quel, et se satisfaire, en fait, quelque part d'une version 1 qui est probablement imparfaite, en se disant, c'est perfectible. On va construire, voilà. En fait, faut être dans une logique d'amélioration continue. De se dire, faut toujours se questionner et améliorer. Et ce qu'on se disait, mais que j'entends complètement entre les lignes de ton discours, c'est il y a des choix à faire en termes de priorité des sujets. J'imagine que t'as pas lancé la parentalité la même année que l'IA, la même année que la culture du feedback. En même temps, c'est drôle de démarrer par la parentalité quand il y a que 2 personnes qui ont des enfants. Et en même temps, je comprends la vision derrière de comment ça va différencier l'attractivité. Comment tu priorises? Déjà, c'est sûr que si tu lances 10 projets en même temps, il va rien se passer. Parce que tes 10 projets, tu vas pas les faire avancer. Donc, dis-toi cette année, moi, c'est ce que je fais en tout cas, cette année, mais 2-3 sujets sur lesquels je dois avancer, c'est tel sujet. Et j'en commence un, je le clôture, etc. Donc, vraiment, tu vois, cette année, par exemple, on est en train de travailler sur mettre en place un projet de mentorat pour les hauts potentiels. Donc ça, on l'attaque que cette année. L'année dernière, je continue aussi le sujet IA que j'ai pris en milieu d'année dernière, où je faisais aussi les trajectoires de carrière. Enfin, avant, je faisais la parentalité. Enfin, voilà, sujet par sujet. Si tu veux tacler tous tes sujets d'un coup, 1, tu vas t'épuiser, 2, rien ne va sortir, et du coup, ce sera déceptif pour tout le monde. Ouais, et puis toi-même, tu vas être frustré de te dire, il y a encore ce sujet sur lequel on n'y est pas, tu on te n'est mets pas de la charge mentale en te disant, il y a encore tel sujet, ça avance pas, faut que je travaille dessus, mais j'ai pas le temps, parce que j'ai encore tel autre sujet. Bah oui, ça fonctionne pas parce que t'as tout ton opérationnel derrière. Donc, tu peux pas être partout. Il faut faire des choix, et par contre, il faut être très au clair avec ta direction de cette année, ce sera tel et tel sujet. Ouais, effectivement, voilà, c'est choisir, c'est renoncer pour certains. Oui, qui nous écoutent. Et c'est décalé en tout cas. Mais... Oui. Et puis le sujet de créer un podcast pour toi, ça a été une occasion d'aller chercher de l'expertise et de la dupliquer et de la propager en interne. Ce serait quoi les autres moyens? Parce que tous les RH ont pas l'ambition et la méthode ni l'envie de créer un podcast pour aller trouver des masterclass. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques que tu peux recommander, encore une fois, dans un univers où le temps il est compté? Qu'est-ce que tu pourrais recommander? Déjà, pour trouver tes sujets, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a les sujets veille, il y a les sujets aussi co-développement. Un co-développement, c'est pas obligé, ça peut être, on parle de 2-3 heures une fois tous les 2-3 mois, tu vois, c'est pas quelque chose... et encore une fois, c'est questionner les équipes et faire des sondages anonymes. Ça peut paraître très bateau et très simpliste, mais donnez la parole aux équipes et vous allez voir là où sont les sujets qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent, et tu vas savoir sur quoi tu dois capitaliser
où il y a un besoin et du coup, ce vers quoi tu dois tendre. Très clairement, le manque de projection qu'on avait, donc où on a travaillé sur des trajectoires de carrière, c'était suite à des questionnaires. Donc, posez les bonnes questions et puis ayez le courage de poser les questions qui dérangent. Ouais. Et en acceptant que de temps en temps, c'est parce que tu poses la question que tu vas être obligé de traiter toutes les réponses, Non. de donner satisfaction à toutes les réponses. Sûr. Parce que de temps en temps, ça fait peur, ça donne l'idée de je vais ouvrir la boîte de Pandore, ça va créer des attentes. Et puis en fait, je vais pouvoir répondre à tout. Oui, mais par contre, je trouve ça important quand tu questionnes les équipes de rendre visible ce que tu fais. Parce que quand en RH, souvent, on travaille en boîte noire et on rend pas du tout visible les sujets sur lesquels on travaille. Comment tu fais du coup le fait d'embarquer les équipes avec toi, les équipes, déjà, c'est comme je compare avec un enfant, il veut pas manger de légumes, tu lui fais pousser des haricots verts, il va vouloir les manger ces haricots verts. Je vais pas rentrer dans de l'infantilisation, mais là, si tu les fais participer à un process qu'ils ont co-construit, forcément ton adhésion elle va être beaucoup plus facile. Donc déjà co-construit et puis communique. Nous on a des événements tous les mois où on communique sur ce qu'on fait, comment on fait, les sujets en cours, les nouveaux arrivés, blabla, etc. Mais on va aussi communiquer sur les projets sur lesquels on est en train de travailler. Tu vois, là, j'ai fait une refonte. On avait un intranet RH, j'ai complètement fait une refonte. Forcément, je vais communiquer dessus. Enfin, voilà, faut rendre visible aussi ce qu'on fait. Ouais, c'est important de bien savoir communiquer clairement. C'est ce qui est pas toujours malheureusement bien fait. On peut s'épuiser sans que ce soit vraiment valorisé, alors qu'on va mettre le doigt sur les choses qui n'ont pas été faites. Par contre, donc ça peut être un peu ingrat. Est-ce qu'il y a des choses finalement dans les projets que tu mènes que tu as choisi de pas faire en co-construction ou justement sur lesquels tu as dû avoir une approche un peu différente? Je vais te donner un sujet, le sujet salarial. Tu peux pas. Enfin. C'est un sujet qui est très compliqué, tu peux pas le faire en co-construction. Tu vois, s'il y a des sujets de variables, tu peux solliciter quelques personnes qui peuvent t'aider à réfléchir sur le sujet. Ça va plutôt être des personnes du comité de direction qui ont une vue d'ensemble et globale de la boîte, qui ont aussi une bonne compréhension des enjeux business et économiques de la société. Maintenant, oui, ces sujets-là, c'est quand même très compliqué de le faire en co-construction. Bien entendu, ils vont tous vouloir qu'on augmente de 25% leur salaire. Enfin, je caricature, encore une fois, mais ça, c'est des sujets qu'on peut pas traiter pour moi en co-construction, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Alors, j'ai encore 1000 questions, mais malheureusement, je sais que j'ai un temps qui est assez restreint. J'ai eu un petit signe qui me l'a montré, mais j'en ai peut-être une dernière parce que ça m'a vraiment intéressée d'avoir ton point de vue avec la taille de ta structure, les moyens, toutes les astuces que tu as trouvées pour faire évoluer ta fonction et intégrer des projets stratégiques. Et tu disais en introduction que l'IA, au-delà d'accompagner l'entreprise à l'intégrer et à mettre un cadre, etc., à ton sens, ça allait aussi beaucoup impacter la fonction RH en tant que telle. De quelle façon est-ce que tu le prends pour ton métier? Moi, pour mon métier, ça me fait gagner un temps monstre. Quand on dit que c'est un super stagiaire, moi c'est comme si j'avais un ETP supplémentaire. Enfin, je caricature peut-être un petit peu, mais avec moi. Enfin, ça m'aide pas forcément à m'apporter des choses toutes faites, mais ça me permet aussi de me challenger. Tu vois, on parlait d'isolement, donc j'utilise aussi beaucoup l'IA pour lui présenter mes sujets et lui dire ok, maintenant c'est quoi les angles morts que j'aurais pu oublier, challenge-moi sur ça, etc. Donc en termes qualitatifs, je l'utilise. Moi, j'utilise dans mon quotidien tout le temps. Enfin, si tu veux, que ce soit sur le recrutement, les RH, etc. Et puis, ça me fait gagner du temps aussi, très clairement. Enfin, je pense que là, aujourd'hui, j'aurais du mal à m'en passer. Donc, on parle de l'IA en mode ça automatise, mais ça ne fait pas qu'automatiser. Ça te challenge aussi. Ça te permet de sortir un peu d'isolement, de te faire réfléchir autrement. C'est un peu comme un coach, pour moi, au niveau de l'IA aujourd'hui. Et ça va permettre aussi à nos fonctions. Enfin, ça, on en parle beaucoup. Maintenant, il y aura deux écoles. Il y aura ceux qui se disent, ok, on fait plus de rentabilité, on va plus vite, donc on va moins embaucher. Et t'as l'autre école qui va dire, ok, on va passer plus de temps pour mieux accompagner. Et très clairement, les fonctions, va pas falloir déshumaniser la fonction, et il va falloir plus investir dessus pour donner davantage de sens aux collaborateurs, les accompagner dans la conduite du changement, etc. C'est exactement, je pense, les deux avis qui s'opposent en ce moment, et ce sera deux approches, et comme d'habitude, ça va forcément diviser. Mais j'entends qu'aujourd'hui, en tout cas, l'impact sur la fonction RH, c'est que en te permettant d'aller beaucoup plus vite, en ayant un super stagiaire, ça te libère finalement du temps aussi pour des projets à plus forte valeur ajoutée. Et effectivement, alors, je pense que si je dis que ça remplace un coach, il y a beaucoup qui vont arrêter de nous écouter tout de suite, maintenant, à la seconde. Donc, c'est pas le cas, mais effectivement, ça peut t'aider. Ça te challenge. Voilà, de challenger, d'avoir un autre point de vue, et en ce sens-là, de sortir des fois
entre guillemets, de ton propre mode de pensée sur un sujet et voilà, de l'élargir, de challenger tes angles morts à condition de savoir bien prompter. Mais ça, tu nous as expliqué que tu avais intégré cette dimension-là. Merci beaucoup, c'est hyper précieux. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose aujourd'hui, justement par rapport au paradoxe de la fonction RH, à ton rôle et à la façon dont tu le vois évoluer, que je t'ai pas posé? Non, peut-être, enfin oui, le sujet des compétences, je pense, qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui sur la fonction et j'en parlais tout à l'heure, c'est important de pas arriver en sachant, mais plutôt en facilitateur et pas de se dire que tout repose sur nos épaules parce que non, on n'est pas tout seul et les équipes, voilà, il faut essayer de transformer les contraintes en levier et de se dire on est seul, ok, maintenant on a une équipe et qui va nous permettre de réfléchir autrement, de sortir de ces œillères de RH et on a toujours fait comme ça, bah non, peut-être qu'on peut réfléchir autrement, mais ça nécessite de questionner, de fédérer, et d'avoir un cercle de parfois contradictoires, mais où il y a plein de paradoxes, mais derrière on va en sortir plein de choses différentes. Donc c'est important. Ouais, c'est très juste, très riche, et je pense que c'est effectivement au-delà des compétences et un sujet de posture et un sujet de mindset finalement, un mindset un peu entrepreneurial qui ressort de ce que tu dis, et d'avancer et de questionner. Merci beaucoup Alexandra, je sais que tu vas nous confier plein de ressources a posteriori pour qu'on aille creuser ton expérience et tes sujets de prédilection. Bah, merci beaucoup Chloé, à bientôt.